À chaque nouveau ministère, à chaque nouveau gouvernement, une nouvelle réforme qui ne modifie pas l'objectif de l'école. Toutes les réformes sont faites pour la réussite de tous les élèves. C'est toujours le message. Forcément, on ne va pas dire qu'on va laisser des élèves sur le côté. Au quotidien, moi ça fait 12 ans que je suis prof, mais c'est la même chose pour les collègues qui le sont depuis plus longtemps. On a toujours à peu près les mêmes résultats au baccalauréat et les mêmes résultats au brevet. Donc des réformes et des réformes et des réformes qui changent tous les 2 ans, 3 ans, qui nous apportent des nouveaux, qui nous imposent de nouvelles manières de travailler, qui surtout nous font penser que notre administration pense qu'on travaille mal, et en tout cas ne nous fait pas confiance. Au quotidien, certes, c'est des grands objectifs dont on ne perd pas de vue, c'est le but de notre métier. Et justement, toutes ces réformes, elles nous font perdre le sens de notre métier. Au quotidien, on est tellement dans l'urgence qu'on se dit, mais en fait, est-ce que je fais bien mon travail? Parce que j'ai l'impression que ce que je faisais l'année dernière, ça a changé de nom, c'est plus tout à fait ce qu'on me demande. Est-ce que je fais encore bien? Voilà. Et donc, au quotidien, ça mine de plus en plus les collègues. Simplement, juste un point, les moyennes d'effectifs par classe dans la Somme, sur le département, c'est 24 élèves par classe. Ça, c'est la moyenne. Pour arriver à cette moyenne, ça n'empêche pas que dans certains établissements, il y ait des niveaux à 30 élèves par classe. On choisit l'année prochaine que nos quatrièmes seront 30. Comme l'année dernière, on a choisi que cette année, nos sixièmes sont 30. Ma classe de sixième, c'est ça. Et derrière, la réforme du collège me dit, vous devriez faire de l'AP, l'accompagnement personnalisé, en classe entière. Ou en demi-classe. Et voilà. Et on change les termes, on ne fait pas de l'individualisation, on doit faire de la personnalisation. Donc, c'est du ressenti général, c'est du ressenti global, mais on a des choses à dire dans l'éducation nationale, et on a besoin de gens comme François, qui à un moment vont porter des revendications et vont porter des choses qui doivent s'imposer à tous, qui paraissent d'une logique implacable quand on discute avec les collègues, et qui pourtant ne l'est pas quand on s'adresse à notre administration. La première chose, et il faut que vous en soyez vous-même ardemment convaincu, c'est que, c'est le titre du document parce qu'il me semble que c'est essentiel, l'éducation n'est pas un coût, c'est un investissement. Et je le dis parce que c'est une conviction antérieure à ces labos-là, c'est le plus rentable des investissements. Je m'appuie là sur... Il y a eu un bouquin qui était paru aux éditions Terra Nova, donc qui ne sont pas les éditions qui sont... Enfin, c'est plutôt proche du Parti Socialiste, qui s'appelle Le Ghetto Français, et qui terminait sur le Perry School Project. Et quand je citais ce Perry School Project, il y a des enseignants ou des gens de gauche que ça froissait, parce qu'en fin de compte, il s'agit d'utiliser les armes de l'ennemi. Qu'est-ce qui montre ce Perry School Project qui vous est résumé là, j'ai fait le résumé de la fin du bouquin? Ça montre que quand on investit sur des gamins massivement, assez tôt, mais massivement, ça bouleverse leurs destins sociaux et du coup ça les rend rentables. Oui, ils sont plus productifs, il y a plus de PIB et ainsi de suite qui en sort, que si jamais on n'investit pas sur eux, qui se retrouvent dans la galère, voire dans des galères qui les mènent en tôle et ainsi de suite. Et donc l'investissement social, scolaire et périscolaire, mais même en dehors de ce qui se passe dans le cadre de l'école, mais d'avoir des gens de l'ASE, d'avoir de tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont rentables à long terme ou à moyen terme, sous 20 ou 30 ans, et ça, il s'agit de ne pas avoir le nez collé sur le respect des consignes budgétaires, des traités et ainsi de suite. On y reviendra plus loin. Donc c'est vraiment la conviction centrale qui m'anime, c'est que c'est rentable, c'est vraiment, ça bouleverse les destins de gamins, quoi. Et donc c'est absolument essentiel. Maintenant, il faut que vous en soyez vous-même convaincus, que vous ne vous laissez pas rentrer dans le crâne, que l'éducation et tout ce qui y touche est un coût. Vous êtes un investissement et vous êtes sans doute le plus rentable des investissements. C'est la première chose. Après, la question c'est, mais oui, mais alors, on nous pose permanemment des problèmes de coût. Ben voilà, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Moi, je vais même pas parler de la remise en cause des traités budgétaires ce soir. Je vais prendre juste une mesure. Une mesure qui est les crédits impôts compétitivité emploi, qui a été mise en place par Emmanuel Macron et qui a été votée par les députés du Parti Socialiste et ainsi de suite à l'Assemblée nationale. Cette mesure, elle coûte 22 milliards d'euros par an. D'après un rapport remis
au Premier ministre, France Stratégie, donc du cabinet du Premier ministre, ça sauve ou ça crée, donc déjà on est dans une grande ambiguïté, aux alentours de 100 000 emplois par an. Ça veut dire qu'on met 22 milliards pour 100 000 emplois. Vous sortez votre calculatrice, je l'ai fait sur un petit téléphone portable, moi, à un moment où j'allais chez Bigard, Bigard fermé, Bigard à Ily-sur-Somme, Bigard venait de recevoir 10 millions d'euros de CICE qui n'allaient pas être remboursés. Whirlpool vient de recevoir 40 millions, a reçu 40 millions de CICE qui ne rembourseront pas. 22 milliards divisé par 100 000, ça représente plus de 200 000 euros. Ça veut dire que pour un poste créé ou sauvé, il y a toute une ambiguïté sur ce terme, on file 200 000 euros. Ça veut dire que pour un poste, on donne 20 000 euros par mois. Vous voyez, on est dans un système absolument délirant, mais où l'entreprise est tellement l'alpha et l'oméga de tout, qu'on en arrive à jeter de l'argent complètement à fond perdu, sachant que le projet, compte tenu de ce rapport, normalement on devrait faire marche arrière toute, tirer sur le frein à main. Moi je ne suis pas contre l'aide aux entreprises, vous savez, finalement avec Fakir je suis un petit patron. Mais il y a des questions qui se posent sur cette aide-là, par exemple, c'est une aide qui n'est pas dirigée sur les TPE-PME, c'est-à-dire que 50% va aux multinationales, c'est une aide qui ne se dirige pas spécifiquement en direction des secteurs concurrentiels. Résultat, c'est Auchan et Carrefour qui sont le privé qui récolte le plus, alors qu'ils ne sont pas en concurrence avec le Auchan ou le Carrefour roumain, vous voyez. Donc, et ensuite, ça n'est pas sur du projet. Moi, je ne suis pas contre des aides aux entreprises, mais fondées sur du projet. On a un secteur à développer, bah oui, bah on mise dessus éventuellement. Mais donc là, on arrose 22 milliards en espérant que derrière ça poussera. Ça ne pousse pas. Mais néanmoins, quelle est la conclusion qui est tirée après ça? C'est pas de remettre en cause ce CICE, c'est de l'augmenter. Ça a été augmenté à nouveau par le gouvernement Valls dernièrement, mais ça avait été augmenté, mais Macron projette encore de l'augmenter. Vous voyez, Fillon projette lui aussi d'augmenter cette aide-là. Hamon, pour faire Mélenchon propose de le supprimer, et Hamon propose de geler ou de conditionner le CICE, pour faire ce qu'en disent les candidats à la présidentielle. Mais on est donc dans un système absolument délirant, où on est prêt à jeter 22 milliards à fond perdu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on transforme l'équivalent en poste d'infirmière ou en poste d'enseignant, on est entre 600 000 et 1 million de postes créés. Ça veut dire, sur la somme, entre 6 et 10 000 postes créés dans les associations, dans l'enseignement, dans les hôpitaux, parce qu'on a des hôpitaux qui sont au bord de la crise de nerfs, on le sait. Je veux dire, ça apporte de l'oxygène à tous ces secteurs. Et là, il ne s'agit pas de se dire qu'on a à desserrer les contraintes budgétaires au niveau européen, c'est juste, ces 22 milliards, ils ont réussi à les trouver pour les entreprises, ça ne sert à rien, pourquoi ils ne les trouveraient pas, pourquoi on ne les redirigerait pas simplement? Donc là, la marge de manœuvre, elle existe, et elle existe immédiatement. Je pense que c'est deux choses dont vous devez sortir d'ici intimement convaincus. Vous êtes un investissement et vous êtes rentable. Et la deuxième chose, c'est la marge de manœuvre existe pour rediriger vers l'enseignement, vers les hôpitaux ou vers le secteur associatif. C'est la première chose. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il s'agit de faire, de mon point de vue, prioritairement? Qu'est-ce que j'analyse prioritairement? Je veux dire, il faut un plan de lutte contre la précarité. Je ne vais pas parler d'éducation d'abord, je vais d'abord parler du monde enseignant d'abord, où il y a des enseignants qui sont précaires également, il faut lutter contre ça. Mais il est immoral moi j'avais une dame qui s'appelait Irène, qui était à la maternelle Saint-Pierre, qui a été pendant 3 ans à la maternelle Saint-Pierre, et au bout de 3 ans, on la jette. C'est stupide économiquement, puisqu'elle s'est formée pour être l'aide de la directrice. Et en plus, je veux dire, c'est complètement immoral de jeter comme ça les uns après les autres. Et l'éducation nationale, elle repose quand même aujourd'hui massivement là-dessus. Alors, c'est ça pour l'animation, enfin, c'est pas l'éducation nationale, mais j'y reviendrai après, mais c'est ça pour les cantines, c'est ça pour l'entretien, et là, par exemple, c'est une décision contre laquelle on devrait lutter fermement. La décision que prend le département de confier l'entretien des collèges au secteur privé. Qu'est-ce qui se passe en fait? On est dans un grand plan de précarisation
des classes populaires, puisque ce sont ce sont des corps de métier qui touchent les classes populaires, ou la jeunesse populaire en matière d'animation, mais une jeunesse qui de toute façon vieillit comme tout le monde. Hein. Donc voilà, et si c'est accepté, par le corps social, c'est parce qu'aujourd'hui, ce sont les classes populaires qui sont massivement touchées par ça. Si on veut sortir les classes populaires d'une dépression politique, une dépression chronique, quelque chose qui traverse une lame de fond qui dure maintenant depuis des décennies, pour moi il y a deux leviers. Il y a un levier qui est sur le terrain de l'industrie, je ne vais pas le développer ce soir, mais qui passe par des formes de protection douanière, ainsi de suite, mais on va laisser ça de côté pour ce soir. Et il y a un deuxième levier, qui est un levier de structuration de tous les métiers qui touchent la jeunesse populaire ou enfin, tous les âges, toutes les générations populaires. Mais je pense aussi, par exemple, aux auxiliaires de vie sociale. Pourquoi c'est accepté aujourd'hui ? Parce que, pour les personnes qui s'occupent des personnes âgées ou des personnes handicapées, parce que ça touche les classes populaires. Et donc là, on a tellement une concurrence. Je veux dire, le truc, c'est que pour les animateurs ou pour les AVS, les employeurs n'ont pas de soucis, ils savent qu'il y a du monde derrière. Et donc voilà, on est dans ce problème de rapport de force-là. Mais entendre que quelqu'un qui a passé... donc ça fait 14 ans que tu es dans la boucle. Ouais, donc 11 ans plus 3 ans, j'avais cru noter. Mais bon, qui a passé 11 ans comme vacataire. Alors après, dans la réunion avec les animateurs, il faut s'y retrouver. Hein. On a le contractuel, le vacataire, l'auxiliaire, et enfin, le Graal inatteignable, le titulaire. Mais moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Hein. Il a fallu que vous me fassiez les schémas et tout ça. Alors, on a une mairie qui est hors la loi, mais bon, il y a le règne de la peur. Dans les métiers d'animation pour ce qui est de venir témoigner pour la décision de s'organiser. Ensuite, on en arrive à ce système où finalement la précarité devient un indice de bonne gestion. Comme on n'intègre pas les gens, comme ils ne sont pas titulaires et ainsi de suite, c'est presque présenté par les collectivités comme étant un indice de bonne gestion. On sait faire à moindre coût, on sait gratter au maximum. Donc voilà. Et j'en viens à tout ce qui est le secteur plus directement de l'animation périscolaire. Pour moi, on a eu le lancement de l'aménagement des rythmes scolaires qui s'est fait, c'était du bricolage à moindre coût. Et ben voilà, on a laissé les collectivités gérer ça, chacune à leur guise. Je pense que c'est un problème. Je pense que si on était dans ce système-là, si Jules Ferry avait créé l'école dans ce système-là, eh bien, chacun aurait fait à sa sauce dans chacune des collectivités, et puis ça se serait fait de la même manière avec des maîtres et des instituteurs à moindre coût, parce que c'est la logique de l'époque. Dans la logique de décentralisation, de chacun fait ce qu'il veut, et puis de dire on y va dans la précarité, donc on n'aurait pas de service d'éducation nationale. On aurait du n'importe quoi. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ce que je réclame, moi, c'est un service national de la jeunesse. Si on pense que c'est important de miser sur cet aménagement du risque scolaire, sur le périscolaire et puis tout ça, il ne faut pas que ça soit laissé, qu'à Piquigny ça soit géré d'une telle manière, qu'à Abbeville ça soit géré d'une autre manière, qu'à Amiens ça soit géré comme ci, que ça soit différent à Rouen et ainsi de suite. Il faut une uniformisation, il faut des règles communes sur ces métiers-là et qui permettent de réguler la précarité, mais qui permettent aussi de structurer le métier et ainsi de suite, pour moi au niveau national. Et je le dis, c'est parce qu'on crée le métier, parce que le métier existe dans cet état d'esprit de l'époque-là, qui prend cette gueule-là, et qui est quand même pas, pour moi, pour les animateurs, mais aussi il faut penser aux gamins, comment on s'investit. Le bricolage, parce que Linda vient me dire un mot à l'oreille, le bricolage, il se voit dans ce truc, à dire qu'on va relever les seuils pour s'occuper des gamins, puisque au départ, on est sur un animateur pour 12 petits, alors c'est à partir d'un certain âge, hein, 12 petits. Hein, à partir de 6 ans. À partir de 6 ans, voilà. Et ensuite, le gouvernement socialiste, il le fait passer à 1 pour 14, et depuis août, on est passé à 1 pour 18. On voit bien que c'est du bricolage, qu'il s'agit juste de faire ça à moindre coût. Si jamais on prend au sérieux le fait que c'est un investissement, et que c'est le plus rentable des investissements, ça ne peut pas, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Donc voilà, maintenant, je redirai ensuite, mais c'est aux professions aussi. Moi, demain, je veux être un point d'appui pour ces luttes-là, et je suis prêt, même sans avoir l'écharpe, à déjà être un point d'appui pour ces luttes-là, mais c'est à vous aussi de faire exister les luttes. C'est à vous de vous organiser. Y compris comme député, je ne peux pas être en apesanteur un député à l'Assemblée nationale si derrière, il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le pays. Et demain,
Le combat, il ne s'arrêtera pas les 11 et 18 juin, il faudra faire exister des luttes dans le pays pour pouvoir faire entendre une autre parole à l'Assemblée nationale, et si on veut aller vers une structuration des métiers et tout ça. Et dans l'enseignement, c'est pareil. S'il n'y a pas de lutte dans le pays, je pense que le député qui se retrouve en minorité et tout ça, il perd de son sens. Donc il y a aussi une injonction à vous organiser et à trouver le chemin déjà sur Amiens, mais ensuite ailleurs, de faire exister des luttes. Donc ça, c'était la première chose. J'en passe. Après cet aménagement des rythmes scolaires low cost, aux enseignants. Bon, et il ne s'agit pas de tout dire, on ne va pas tout réformer, et justement, on m'a bien dit qu'il ne fallait pas réformer, qu'il y en avait marre des réformes sur les réformes, sur les réformes, sur les réformes, que vous étiez usés, que les enseignants étaient usés de recevoir des consignes hebdomadaires, sinon quotidiennes. C'est l'avantage des mails, c'est que techniquement c'est facile à faire, on n'a pas à passer par de la paperasse et puis tout ça, mais du coup, on peut en envoyer sans avoir de contrôle ou de nécessité que derrière ça entre dans les faits. Moi, dans ce que j'ai entendu dans ce labo et puis dans les discussions qui en sont sorties, je vois plusieurs points à résoudre. Le premier point, c'est le mode d'entrée dans le métier. C'est-à-dire que ça se fait parfois avec une grande brutalité, avec des classes qui sont des classes d'Ulysse, voire sur quatre écoles différentes et ainsi de suite. Je pense que c'est inacceptable qu'on fasse entrer les gens dans le métier par cette porte-là. Ça, c'est la première chose. Mais moi, je pose des questions sur la formation. Je pense qu'il y a un gros problème de formation. La pédagogie, quand on me dit que la formation, c'est essentiellement de comprendre, elle consiste beaucoup à comprendre les consignes qui sont données par l'éducation nationale et être à même de les appliquer, moi ça ne me va pas. Je pense qu'un enseignant devrait être formé au théâtre. Vous voyez, c'est plus important finalement, quand on est prof, sans doute, d'être un bon comédien face à ses élèves et d'arriver à les entraîner, d'avoir un peu de ça en soi, que de connaître parfaitement les règles de grammaire de l'ancien français. Vous voyez, donc voilà. Et alors, pour en arriver à du positif, donc Guillaume est en STAPS. Et il y avait une surreprésentation des enseignants de STAPS lors de cette réunion. Il y en avait 3, peut-être 4. Non. On me décrivait un mode d'entrée dans le métier pour les gens qui suivent la formation de STAPS qui pourrait être intéressant de reproduire dans d'autres formation. Alors moi je suis pas péremptoire là-dessus, hein, c'est à discuter avec vous et tout ça, mais de dire que la première année vous avez un stage en association, la deuxième année vous avez un stage en école primaire et la troisième année vous avez un stage en collège ou en lycée, pour dire de baigner un peu dans le milieu avant de passer les concours de l'enseignement. Ça me paraît être quelque chose qui est quand même une bonne idée. Moi je suis passé par une fac de lettres, moi mon but était de comment je vais faire pour ne pas devenir enseignant, tout est noté. Donc bon. Mais bon. Bon voilà. Ensuite, je parle de l'entrée dans le métier, mais je pense qu'il y a un problème, il y a une grande question aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on entre, comment les enfants entrent dans l'école. Et évidemment, les premières années, à la fois à la maternelle, mais aussi en CP, sont des années qui sont essentielles. Et là, il faut aller, ça nous fait un point commun avec Emmanuel Macron, mais bon, c'est comme ça, vers une baisse des effectifs, notamment sur les premières années, quoi. Ensuite, moi, mais ça c'est lors d'un reportage que j'avais fait au lycée Montaigne, je suis quand même très étonné par le côté rustine permanente de l'éducation nationale. C'est-à-dire un découpage de postes, on vous remet 7 heures, là on en enlève 12, là on en remet 13, enfin, un côté complètement bouche-trou qui me paraît irrationnel. Et évidemment, si on amène dans la somme 6 à 10 000 postes, pas seulement sur l'éducation, quand même, faut pas. Mais ne serait-ce qu'en faisant disparaître le CICE, ça permet de voir les choses autrement, et y compris on ferme des classes dans des sections, non pas parce qu'il n'y a pas de demande, où on envoie des gamins, ils ne peuvent pas aller là où ils veulent, parce qu'il y a un taux de pression, il y a un taux de pression aujourd'hui de 2,3. Sur des, voilà, on arrive à moi quelque chose qui m'apparaît tout à fait délirant. Donc, pour conclure, voilà ce qui me paraît relatif, puisque je mettrai comme priorité. Maintenant, ce qui n'est pas dans le document, mais que je vous redis, c'est que moi, je souhaite demain porter ça, éventuellement d'autres choses, dont vous vous nourrirez, mais ça ne peut pas se faire sans vous. Je pense pas, moi,
il n'y aura pas quelqu'un qui existe dans l'hémicycle indépendamment de ce qui se passe dans la rue. On pourra donner de la force à ma voix seulement si derrière ça bouge, ça gronde, ainsi de suite. Et je dirais même si demain il y avait une élection présidentielle suivie d'une élection législative qui porte une majorité progressiste, il faudrait les pousser au cul, parce qu'ils auront toujours en face les médias, le patronat et ainsi de suite, qui continuera de répéter qu'il faut diminuer les coûts, qu'on ne peut pas se permettre, ainsi de suite. Donc de toute façon, même si vous dites, enfin, j'espère que vous glisserez mon bulletin dans l'urne et que vous ferez glisser mon bulletin dans l'urne, que je serai un point d'appui, mais demain il faudra se bagarrer quand même. Moi je serai là pour me bagarrer avec vous, pour vous, mettre mon écharpe. Mon écharpe, j'espère la mettre très concrètement. Voilà, je me suis bagarré sur Irène dans l'école maternelle Saint-Pierre où j'ai distribué les tracts. Bon, finalement on a fait un bon de Noël, elle a eu droit à un bon de Noël pour partir. Parce qu'en plus, des gens qui passent 3 années dans une école, il n'y a même pas un petit pot de départ avec les parents, les machins, c'est sordide. C'est sordide. Bon, donc, voilà, au moins on a fait ça. C'est pas, puis il y a une petite enveloppe, c'est pas génial, mais enfin on l'a fait. Mais demain, j'espère pouvoir mettre, si vous vous bagarrez dans une école maternelle, concrètement venir avec mon écharpe et venir me bagarrer sur ce poste-là. Et qu'on ne lâche pas sur ce poste-là. Et vous savez, la victoire entraîne la victoire. Si on gagne une fois, on a de l'appétit pour gagner ensuite. On voit que ça peut faire bouger les choses, qu'en face, le rectorat, c'est pas une institution qui est une forteresse imprenable, vous voyez. Et je pense que voilà, si on a, même si ça démarrait par un petit combat sur les 13, par exemple, animateurs sans avenir, qui sont classés, 27 qui sont classés prioritaires, mais en fait ça fait des années qu'ils sont classés prioritaires, on leur a toujours pas trouvé de solution. Si ça doit commencer par que ce combat-là, mais qu'on gagne ce combat-là, évidemment demain ça nous donne de l'appétit, la volonté va à la volonté et l'énergie va à l'énergie. Alors, et enfin le dernier point que j'ai pas abordé, que j'ai pas mis dans le document, c'est que moi je pense que l'école ne peut pas tout. Et on ne doit pas, chaque fois qu'il y a un problème, il y a un problème de terrorisme, il y a un problème de racisme, il y a un problème de tout, c'est à l'école de régler le truc. Moi, je suis contre ça. Je pense pas qu'on peut créer une société de merde, pour parler franchement, en foutant la publicité dans la tête des gamins et en les invitant à aller toujours vers plus d'écrans, plus de nouvelles technologies, plus de ceci, plus de cela, en leur donnant comme idole des millionnaires, footballeurs, même si j'aime le football, mais il y a un football sans millionnaires, mais voilà. Et derrière, dire à l'école, bon bah allez, redressez-nous ça. Voilà. Je pense qu'on place les enseignants dans une situation impossible avec ça. Et moi, je te dis, et je suis persuadé que ça n'est pas à l'école de tout résoudre. Moi, je reste pour la socialisation de TF1, renationalisation, mais Gulli aussi, par exemple. Gulli a un poids important aujourd'hui, sans doute, dans la formation psychologique des gamins de demain, enfin des gamins. Et donc, voilà, peut-être qu'il faut aller vers une socialisation, pour pas dire une nationalisation de Gulli, et que ça fait partie d'un programme d'éducation. Voilà. Bon, il faut qu'on évite d'être seulement dans la déploration des situations, parce que malheureusement on peut en faire un catalogue qui ne cesse pas. Donc il faut trouver le chemin de la combativité et le chemin de la réplique et de qu'est-ce qu'on a à proposer. Enfin, maintenant, ce que tu décrivais qui est mis en place par l'éducation, pourquoi l'éducation nationale, le rectorat, vraisemblablement ils n'ont rien à dire, parce qu'ils sont comme dans les hôpitaux et ce sont devenus essentiellement des gestionnaires. Et des gestionnaires à moindre coût, et à mon avis, voilà, on leur, parce qu'eux-mêmes subissent des contraintes, tout peut s'expliquer, mais ceci dit, il est possible qu'à l'avenir, au rectorat, on ait essentiellement des profils de managers, de gens qui savent gérer du pognon, plus que des gens qui sont tournés vers comment on s'occupe des gamins, et ainsi de suite. Et donc, pour moi, toutes les questions, en fin de compte, elles reviennent à cette question de l'enveloppe budgétaire dont on dispose, et alors que l'employeur maltraitant soit l'éducation, ou qu'elle soit les collectivités plus ou moins maltraitantes, puisqu'il y a des collectivités qui ont eu des projets plus ambitieux et d'autres qui ont fait ça au rabais. Donc pour moi, le nœud, il reste là. Après, sur l'idée de qu'est-ce qu'on va faire ensuite, bon, d'abord, il faut voir que dans une campagne législative, mobilisée comme ça, que ce soir vous soyez une centaine de gens liés à l'école, que c'est peut-être rare
et peut-être que déjà à l'occasion de cette campagne, ça se fasse, qu'on ait des animateurs qui viennent en compagnie d'enseignants et que c'est peut-être pas tous les jours que ça se produise, j'en sais rien, moi je ne suis pas un professionnel du secteur, mais à mon avis c'est pas tous les jours qu'il y a ça, qu'on vient discuter des cantines, ainsi de suite. Bon, déjà que ça se produise, c'est déjà quelque chose. Que à Abbeville, on vienne mettre, parce qu'il ne faut pas être dans, je refuse d'être dans l'autodénigrement, on mène une campagne qui est une campagne formidable, qu'on vienne mettre plus de 250 personnes, puisqu'il y avait 260 sièges à Abbeville et que tous les sièges étaient remplis, qu'il y avait des gens sur les côtés. Je veux dire, tous les militants à qui on en parle, même sur plein de trucs, sur le porte-à-porte qui est mené, et ainsi de suite, les mecs ils vont chercher, ils vont dire attendez, ça remonte à la campagne de Gilbert Temerman en 1974, ça remonte à 1972, mais enfin voilà. Donc de toute façon, nous sommes déjà aujourd'hui en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Le fait que ça se produise ici, je veux dire, ma parole va avoir un poids médiatique. Dimanche, je suis à, c'est pas, je m'en fous, hein, je veux dire, enfin je m'en fous, je l'utilise. J'étais au Grande Gueule, je vais passer sur BFM, j'utilise des tribunes où vraisemblablement je viendrai démonter le crédit impôt compétitivité emploi et ainsi de suite, mais parce que on arrive à faire, si je peux être là et accéder à cette tribune, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est vous qui me faites exister à cet endroit-là. Alors après, il peut y avoir des discussions sur est-ce que je dois y aller, pas y aller, tout ça. Moi, je fais le choix d'y aller, même si je sais que c'est pas des endroits qui sont simples pour ce qu'on a à défendre. Mais bon, voilà. Et donc voilà. Et donc après, dire il faut franchir une étape supplémentaire, qui était un truc qu'on avait déjà en tête quand on a lancé la campagne, de dire il faut faire des marches, il faut aller en effet viser l'hôpital, viser le péage de la SANEF, puisque c'est un endroit où concrètement il y a une part qui est prélevée aux automobilistes. Il faut aller devant le rectorat, peut-être que la prochaine fois, en effet, il faut se retrouver devant le rectorat. Maintenant, quand on organise ce genre de choses-là, il faut être sûr de ne pas être ridicule. Ça veut dire que voilà, il faut qu'on sente que ici vous avez envie et que derrière vous allez développer de l'envie dans votre entourage et que le jour où on fait ça, bah oui, il y a 200 personnes devant le rectorat et en effet ça compte. Mais maintenant, je le redis, il va y avoir le 11 et le 18 juin, nous avons à mener une bataille qui n'est pas dans la rue, mais qui est dans les urnes. Moi, je sais plus ou moins, je m'y arrivé d'en mener, des batailles dans la rue, la bataille sociale, si on mobilise fortement 1, 2, 3% des gens, on gagne une bataille. Maintenant, la question, la différence avec une bataille électorale, c'est qu'il faut mobiliser faiblement 25% des gens. Donc voilà, et moi je me situe quand même dans une stratégie de victoire sur une campagne qui est une campagne électorale et qui sera un point d'appui ensuite pour vous, mais de la même manière où les gens viendront se dire mais si ça a été possible de gagner de cette manière-là dans cette circonscription et ainsi de suite, ça c'est un signe qui est envoyé, c'est l'oxygène qui est envoyé à la gauche de ce pays. Donc je redis, quand même nous avons à mener une bataille, on peut, même si on va devant le rectorat, il ne faudra pas oublier que la finalité de ça, c'est de gagner dans les urnes. On a une bataille à mener qui est une bataille dans les urnes. Si je me présente, c'est que j'ai fait le choix d'accepter d'être sur ce terrain-là. Parce que je pense que j'ai jamais dissocié moi les urnes et la rue. Le Front Populaire, ça commence par une victoire dans les urnes avant qu'il y ait une bataille sociale. Enfin voilà. Mais donc c'est quelque chose dont on peut reparler, mais après, il va falloir sentir l'émulation. Pour qu'on se dise, ça y est, la flamme est allumée, je pense que là il y a quelque chose qui est en train de se passer et que peut-être en effet il y a des coups de cette nature à tenter, parce que déjà faire exister, il faut vous rendre compte de ce qu'on fait, on fait exister une campagne législative avant la présidentielle, là ça n'existe nulle part en France aujourd'hui, hein. Voilà, donc si il y a déjà cette énergie là aujourd'hui, il faut se dire qu'il y aura nettement plus d'énergie post-présidentielle, même si le résultat de la présidentielle ne sera pas celui qu'on peut espérer, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si... Ouais, peut-être qu'on passe à l'orga. La question, c'est... Donc, on a un tract qu'on a tiré... Il y a des questions encore ou, je pense que les questions, elles peuvent durer très longtemps de toute façon. Mais c'est-à-dire qu'on a un tract qu'on a tiré à 5000 exemplaires qui peut être distribué partout sur le département. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des enseignants et ainsi de suite du monde du périscolaire qui ne travaillent pas forcément dans la circonscription mais qui habitent la circonscription et réciproquement. Donc de toute façon il peut être diffusé un peu partout et il s'agit que, indépendamment de la diffusion, ça fasse du bruit, c'est un espèce de bruit qu'on fait exister, quoi. Donc voilà.